Encore deux minutes et après, on lance la session. Alors, nous allons lancer notre session d'aujourd'hui. Je vais désactiver d'abord le son. Voilà, je pense que là, ça peut aller. Alors, si nous vous avons invité à participer à cette session, c'est parce que déjà, peut-être si vous avez reçu les messages, c'est probablement parce que vous faites partie de notre réseau et soit via nos groupes WhatsApp, soit vous avez participé à nos différentes activités. Et aujourd'hui, c'est une session qui va nous permettre de vous expliquer comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Depuis longtemps, chaque fois qu'on organise des activités, on vous invite à participer, mais on ne vous montre pas concrètement comment est-ce que vous pouvez vous intégrer au réseau que nous sommes en train de construire, participer aux solutions que nous sommes en train de développer, soit comme entrepreneur, comme potentiel employé chez nous, soit comme un intermédiaire et tout ça. Tout cela parce que on était dans un processus de conception de notre modèle, bien que l'année 2025 a perturbé l'évolution des choses, vu que la situation sécuritaire, la situation politique de manière générale
n'a pas permis à ce que nous puissions avoir la possibilité euh, de pouvoir concrétiser directement ce qu'on était en train de planifier en 2024. Alors, pour information, euh, Ikiota Hub, pour ceux-là qui n'ont pas encore, en tout cas, compris en profondeur ce que nous construisons, nous sommes en train de vouloir utiliser le numérique comme levier d'inclusion financière. C'est cette phrase qui définit carrément ce que nous faisons. Et dire l'inclusion financière et aussi la transition numérique, donc les numériques, c'est-à-dire faire en sorte que tous les processus d'entreprise, toutes les PME, start-up avec lesquelles on est amené à travailler, que tout cela soit numérisé, que nous puissions être en mesure de capter le maximum de données, le maximum d'informations, afin de pouvoir éclairer les différentes décisions, dont les décisions d'accès au financement. Et ici, nous ne parlons pas du financement comme une certaine opportunité, parce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, les opportunités, COPA et autres. C'est en tout cas une inclusion financière durable. Ce n'est pas qu'il y a une opportunité où vous allez soumettre un projet qui va être évalué et puis on va vous financer après. Non. L'idée, c'est de s'assurer que les PME du réseau, si elles sont bien gérées, elles sont bien structurées, qu'elles ne puissent plus jamais avoir des problèmes de financement de leurs activités. Et ici, ça va être essentiellement le financement des cycles d'exploitation, c'est-à-dire de l'achat de la matière première, l'exploitation, donc l'achat de la matière première, le stockage, la transformation, la distribution de produits finis et tout. Donc, tous les cycles d'exploitation pour tout ce qui est, on dirait, actif circulant, qu'une PME, quand elle a des problèmes, par exemple, de retard de paiement de ses clients, ou soit elle vient de recevoir une commande importante, si elle veut financer de telles activités, qu'elle ne puisse plus être confrontée à des difficultés. Et c'est là que vous allez voir, nous avons conçu alors cette plateforme Wanzo. C'est notre point d'entrée pour tout ce qui est inclusion financière. C'est-à-dire tout ce qui est d'abord transition numérique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être considéré comme membre de notre réseau ou vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que nous faisons si vous n'avez pas encore inscrit votre entreprise dans la plateforme. Si vous êtes formel ou même pour ceux-là qui sont informels, c'est toujours possible d'enregistrer. Et c'est ces formulaires ici qu'il faut toujours remplir et s'assurer que, parce que tous les onglets ici ne sont pas obligatoires, c'est seulement remplir les premiers et là, on sera quitte. Et donc, ça se traduit par la première chose à faire, c'est-à-dire permettre à ce que votre PME soit visible, identifiable dans les systèmes. Si vous n'avez pas encore une PME, vous êtes en quête d'emploi et tout, il y a d'autres opportunités d'emploi qui sont souvent entendues, qui sont dans les systèmes, mais qui vont s'exprimer, qui vont être plus visibles avec le temps, selon que on va voir, par exemple, un maximum de PME adopter les différents outils, etc. Et donc, la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui, elle va vous permettre de comprendre comment est-ce que nous envisageons travailler avec vous potentiellement et comment est-ce que nous pouvons construire alors cette relation sur la durée et par où est-ce qu'on va commencer. On ne peut pas faire cela si on n'inscrit pas, on n'inscrit pas tout dans l'écosystème, donc dans les contextes euh, je dirais, sociaux, politiques, etc., économiques de notre région, donc les Kivu. Alors pourquoi est-ce que nous avons essayé? Comment est-ce que Wanzo peut nous permettre euh, de construire un écosystème qui soit à la fois
interconnecté, mais qui va permettre à ce que nous puissions évoluer ensemble. Vous êtes PME, vous êtes expert comptable, vous êtes, etc. Comment est-ce que Wanzo nous connecte tous et comment est-ce que c'est à la fois un outil de croissance intégré, donc pour tout le monde. Le troisième point, ça va être, on va discuter des types de modèles de coopération au niveau organisationnel. Si vous êtes déjà une start-up ou si vous voulez lancer une start-up, comment est-ce que nous pensons vous positionner dans l'écosystème Wanzo? Si vous avez une PME opérationnelle, comment est-ce que nous pensons aussi vous positionner dans l'écosystème? Le quatrième point, c'est par rapport au bootcamp. Les bootcamps, ça va être alors les points de concrétisation de cette présentation, cet atelier, qui va nous permettre alors de vous expliquer comment est-ce que, par où est-ce que nous allons commencer pour y arriver. Et à la fin, vous allez poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissement, etc. Alors, je vais juste ramasser quelques points pertinents par rapport au Kivu. Si vous, chaque fois qu'on entend parler du Kivu, vous allez voir même sur les sites des IPIS, c'est là qu'ils conduisent des études par rapport à la situation sécuritaire et tout ça dans les Kivu. Vous allez voir que les minéraux sont localisés dans toute la bande est de la RDC. On commence vers les Ouélé, on descend jusque dans les Katanga. Et les Kivu, nous sommes situés dans une zone où, avec une très forte concentration à la fois aussi des minéraux, mais également des groupes armés. C'est-à-dire partout où on voit qu'il y a des minéraux dans la zone est de la RDC, parce que dans la zone ouest, il n'y a pas assez de minéraux. C'est essentiellement la zone est. C'est-à-dire, tant que ces minéraux sont là, il y a toujours des groupes armés qui se créent et on dénombre pratiquement plus de 200 groupes armés. Et donc, la situation, par exemple, que nous traversons à Goma actuellement, ce n'est pas que c'est une surprise. On devrait comprendre que c'est ça, c'est ça même le contexte dans lequel nous sommes en train d'entreprendre. C'est ça même le contexte dans lequel nous voulons évoluer. Si vous avez des rêves pour créer des PME qui vont, je ne sais pas, se distinguer, vous voulez développer peut-être une usine, vous voulez développer quoi que ce soit, sachez que déjà vous êtes dans ces contextes de prédominance des groupes armés qui contrôlent les ressources. Et là, on va parler d'abord des ressources minérales. Et pour ceux-là qui ont essayé, par exemple, d'aller à Baya ou c'est pas dans d'autres zones là où il y a des minéraux, selon les calculs, on peut dire qu'aujourd'hui, on a près de 200 000 mineurs, donc les mineurs artisanaux, mais ça peut aller même au-delà parce que tout ça sont des statistiques des IPIS qui, c'est ça la réalité du terrain. Quand vous voyez le nombre d'individus qui affluent dans les zones où on fait l'exploitation minière artisanale. Nous avons des ressources comme les cafés. Les cafés du Kivu, c'est parmi les meilleurs cafés arabiques qu'on peut trouver au monde. Toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions produire un café que nous pouvons commercialiser partout dans le monde et en être fiers. Le problème maintenant avec ces cafés, c'est que nous commercialisons ces cafés sous forme de séries brutes. C'est-à-dire, si vous allez, vous longez cette partie, vous voulez aller par exemple à Kiwanja, Ruchuru, Manibayonga pour monter vers le Grand Nord, vous allez trouver une zone vraiment occupée par une plantation à partir de Capo, Kalenguera, il y a en tout cas, il y a un certain nombre de localités. Après Rumangabo, il y a des plantations, bon, une très grande plantation là-bas qui fait l'exploitation du café. Il y a beaucoup d'histoires autour de cette exploitation. Vous pouvez toujours aller vous informer par rapport à ça. On l'appelle domaine de Katale. Ça pourrait faire toute une chaîne de valeur qui peut partir de cette exploitation jusque dans nos différentes villes ici, pour tout ce qui est commercialisation, lobby, pour le commerce, etc. Mais on ne sait pas où est-ce que ça passe. C'est toute une longue histoire. Je ne vais pas m'exposer par rapport à des questions politiques, mais allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces cafés-là, on n'a pas encore suffisamment développé cette filière. Pourquoi est-ce qu'on commercialise généralement des séries brutes
Au lieu déjà d'avoir un pré-traitement, tout ça, nous avons l'usine de Sotraki qui faisait un pré-traitement, mais actuellement, il faut y aller pour comprendre où est-ce que nous en sommes. Il y a aussi le tourisme, mais suite à le potentiel du parc national de Virunga pour le tourisme, c'est près de 235 millions de dollars par an. Mais actuellement, je ne sais pas si ils sont dans les 100 quelques mille de dollars de revenus. Tout cela suite à l'insécurité et la situation géopolitique. Les domaines agricoles aussi, on parle souvent de 80 millions d'hectares de terres arables, mais nous sommes le pays avec les taux d'insécurité alimentaire les plus élevés. Près de 28 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire. Tout ça, ça semble être des statistiques. Voilà pourquoi moi, je n'aime même pas les statistiques. Dans la vie quotidienne, ça se traduit par des ménages qui ne savent pas mettre la nourriture sur les plats de leurs enfants. Ça se traduit par de la malnutrition. Ce sont des choses, peut-être vous pouvez être dans un environnement chez vous ou dans votre ménage, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais il faut monter vers Bouéné, il faut monter dans des quartiers où il y a par exemple plus de déplacés de guerre qui se sont installés, ou soit les ménages qui sont ici de l'exode rural. Vous allez comprendre le niveau de précarité que les ménages traversent dans notre vie. Et pour vous, en tant qu'entrepreneur, ce sont des défis qui sont là qui doivent vous préoccuper. Maintenant, il y a un paradoxe qui s'impose. Nous sommes face à ces différents défis par rapport à la situation sécuritaire et tout ça. Il y a un potentiel que nous n'exploitons pas, les ressources sont entre les mains des groupes armés. Mais on va voir, il y a quand même le parc national de Virunga qui fait exception. Bien que dans le parc il y ait des rebelles, bien que dans le parc il y ait je ne sais pas quoi, mais vous allez voir que le parc de Virunga arrive toujours à mobiliser des capitaux. Parce qu'on dit que c'est toujours une zone d'insécurité persistante, il y a toujours des conflits armés autour de ces parcs, les infrastructures peuvent être dégradées, des ponts suite à des bombes, je ne sais pas quoi. Mais pourtant, je ne sais pas si vous connaissez le World Economic Forum, c'est là que tous les financiers du monde, on dirait, se rencontrent je sais pas si c'est chaque année, pour discuter un peu de financement, de la dynamique économique dans le monde. Et le parc national de Virunga a toujours été présenté comme un des modèles les plus, des cas d'école de résilience. Pourquoi? Par rapport à l'investissement dans la centrale hydroélectrique dans le parc, mais aussi par rapport au minage du Bitcoin qui s'est fait dans le parc. Ceux-là qui sont intéressés, vous pouvez aller voir, il y a des sites qui sont spécialisés pour vous présenter ces histoires. Et la WWF a investi dans ces parcs malgré la situation dans laquelle nous sommes. Tous ces bailleurs-là, tous ces partenaires, actuellement, on peut compter, il y a même un des bailleurs ici qui a mis près de 30 millions de dollars, je ne sais pas combien là, juste pour financer les différents projets qui sont dans le parc. Même les grands investisseurs dans le monde qui sont dans les marchés financiers comme Warren Buffett et les autres, investissent dans ces parcs. Maintenant, la question qui va se poser, comment est-ce que ces parcs qui est dans la même situation, dans la même zone, même conflit, même infrastructure affectée que nous, arrivent à mobiliser des fonds, mais nos PME n'arrivent pas à sortir de cette forme éternelle de micro-entreprises en difficulté, hyper endettées si vous avez la possibilité même de vous endetter. Pour la plupart des fois, la différence, elle va se manifester. En tout cas, pour la plupart des fois, ça va se manifester au niveau de la gestion. Et donc, la capacité de ces parcs à mesurer les risques. Si vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui ont été recrutés en ville de Goma pour numériser tous les actifs du parc, tous les processus, tous les services, les départements, etc. Ils ne sont pas en train de numériser les parcs parce que c'est la hype de la digitalisation. Et c'est là même que nous avons d'ailleurs des problèmes. On pense que le fait pour une PME de commencer à utiliser une application, gérer via son ordinateur et tout ça, ni m'habitue à tout ça, mais Kizungu. Pendant que la réalité est telle que quand vous avez numérisé vos processus, vous êtes capable de mesurer
mesurer notamment les risques que votre entreprise représente. C'est le cas, par exemple, quand la ville de Goma est tombée entre les mains de qui vous connaissez, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont perdu leurs biens. Et ces entrepreneurs qui ont perdu leurs biens, la question que l'on peut poser aujourd'hui, quelle est la valeur de tous les biens que l'on a perdus après la prise de la ville de Goma? Combien, ça représente combien de dollars? Pourtant, il y a des fonds de réparation qui existent, comme le Fonarev et les autres là. Des réparations, bon, actuellement, c'est pour Kisangani, pour la guerre qui s'est passée à Kisangani. Mais peut-être il viendra un jour où on voudra peut-être réparer ou rembourser là qui ont perdu. Mais la question qui va se poser, mais objectivement, comment évaluer combien vous avez perdu pour qu'on puisse vous aider? Et donc ici, pour résumer cette slide, c'est de dire, il est hyper important que nous puissions numériser nos différentes filières, que ce soit dans les BTP, les commerces, la grande distribution, la petite distribution, que ce soit pour l'approvisionnement de la ville en denrées alimentaires, la pomme de terre et tout ça. Si vous êtes dans l'école et que vous êtes d'une autre ville, ne vous inquiétez pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle à Goma. On peut aussi l'adapter dans votre ville. C'est-à-dire, pouvoir être à mesure d'avoir des acteurs, des PME, des startups qui sont à mesure de fournir des données sectorielles, pas les ONG, des vraies données sectorielles. Dans les genres, on peut se dire, une PME est capable de nous dire combien de pommes de terre on consomme à Goma chaque jour, ou bien sur une durée de 6 mois. Quelles sont les périodes de pénurie de pommes de terre en ville de Goma? Si vous allez chez FOPAC, une ONG là qui s'occupe de la culture de la pomme de terre dans le massif et bien dans d'autres zones, ils ont ce genre de données. Mais la façon dont ces données sont gérées, moi, personnellement, je trouve que dans les domaines capitalistes, c'est-à-dire pour les PME, l'accès au crédit, tout ça, la mobilisation des fonds et des partenaires, on n'exploite pas assez ces données. Ces données peuvent être exploitées par ces ONG pour mobiliser, par exemple, des financements, des subventions pour le secteur agricole, mais aucune PME n'est capable de les capitaliser, par exemple, pour se dire, est-ce qu'on ne peut pas être en mesure d'exporter la pomme de terre que nous produisons? Bon, il y a pas mal d'aspects. Et donc, le problème n'est pas l'instabilité, c'est l'invisibilité. Cette incapacité à pouvoir mesurer les risques dans nos différents secteurs. Parce que si vous n'avez pas de données, vous n'aurez que des opinions que comme tout le monde. Nous avons tous des opinions. Mais quand il y a la donnée, c'est du concret, ça s'impose. Il y a aussi l'héritage cumulé par rapport au contexte de notre région. Quand, depuis, par exemple, plus de 30 ans, plus de 25 ans, il y a eu une succession de guerres, de conflits, etc., on n'envisage pas développer nos entreprises pour qu'elles s'imposent comme PME au niveau régional, avoir la possibilité d'exporter et même de s'imposer au niveau national. On laisse les secteurs à différents acteurs qui peuvent être, par exemple, associés à des groupes armés. Ici, il y a mesure de mobiliser des fonds dans les secteurs miniers. Quand il a du capital, il peut venir ici et ouvrir sa quincaillerie. Quand il a sa quincaillerie, il peut alors avoir la possibilité de fournir des matériaux de construction aux ONG. Et c'est ça le modèle économique que nous voyons. Et ce sont ces gens-là que nous allons appeler des boss et des riches. Il y a aussi un autre modèle réel par rapport à notre zone. Imaginez quelqu'un qui est dans sa boutique à Birere, ou soit en ville. Il est en train de vendre les appareils électroménagers. Et que pour la plupart des commerçants avec lesquels moi j'ai échangé personnellement, vous allez voir que ces commerçants, ils vont dire kama maoni asikie tuuzia vraiment hatuwezake uzisha. Ça va être soit les ONG qui vont venir acheter directement, ça va être soit ceux qui travaillent dans les ONG qui vont aller acheter les équipements ou les meubles. Et au final, si vous analysez ces modèles économiques, vous allez comprendre que même les commerçants qui est en train de s'en sortir aujourd'hui, il est sous subvention. C'est-à-dire, si l'ONG n'a pas reçu le financement, donc le commerçant ne va pas vendre. Et ça implique que nous n'avons aucun modèle économique, aucune économie réelle fonctionnelle. Nous sommes une ville sous perfusion, soit par des sources de financement qui viennent du secteur minier contrôlé par
vous connaissez qui contrôle, et soit par des sources de capitaux des ONG qui vont venir alors acheter des équipements et tout, et injecter des dollars, et puis là, les fonds peuvent circuler pour que les commerçants puissent aller encore amener ces dollars aux Chinois. Et dans la réalité, il n'y a pas alors une économie réelle qui fonctionne où on peut avoir une PME dans les chaînes de valeur agricole. On peut voir par exemple les épices. Une PME capable d'acheter les épices auprès des coopératives agricoles locales qui va transformer ces épices, les emballer, les commercialiser localement et même les exporter. Et quand c'est exporté, c'est là qu'il peut encore amener la devise étrangère. C'est au même titre que quelqu'un qui peut s'attendre à une subvention, mais ça sera alors un entrepreneur, une PME, qui va aller commercialiser ses épices, je ne sais pas, en Ouganda ou au Kenya, et nous ramener la devise étrangère qui va encore alimenter l'économie locale. Vous voyez que la PME, donc nos PME, ne jouent pas leur rôle qui pourrait faire de ces entités des alternatives par rapport à cette économie sous perfusion, soit qui dépend de cette mafia autour du secteur minier, ou soit qui va dépendre de cette perfusion des subventions ici de la communauté internationale. Et donc, la donnée n'est pas qu'un outil financier, c'est un instrument de reconstruction de la confiance. Voilà. Et l'idée ici, c'est que nous puissions voir alors comment est-ce que nous pouvons construire la confiance par rapport à nos petites PME, par rapport à nos petites activités, en prouvant cela via la donnée. Et nous, en tant qu'Ikyoda Hub, nous avons cette responsabilité-là de pouvoir valoriser alors toutes les activités que nous pouvons percevoir via les outils que nous pouvons concevoir, et notamment l'outil Wanzo qui vous a été présenté depuis bien longtemps. Et donc, nous devons penser une finance qui soit compatible à nos réalités locales. Par exemple, actuellement, toutes les banques sont fermées, mais il y a toujours le mobile money qui est opérationnel. Même pour les agents de l'État, pour recevoir leur paye, ça passe toujours par les mobile money. C'est-à-dire, il faut penser comment dématérialiser nos flux, nos transactions financières. Dématérialiser nos transactions financières, là, je viens de pointer seulement les mobile money, mais il y a aussi, par exemple, l'utilisation de ce qu'on appelle les stablecoins, comme le USDT, USDC. Malheureusement, ces types de monnaies sont confrontés à des difficultés. Donc, la population a mal reçu ces outils parce que elle a été confrontée pour la première fois à ces outils via les arnaques et tout ça, les investissements, pendant que quand vous voyez les USDC, USDT, c'est de la vraie monnaie qui est émise par des entreprises américaines qui sont qui respectent en quelque sorte, parce que c'est les bons de trésor américains qui sont achetés et qui sont convertis en stablecoin, alors on peut commercialiser ces stablecoins au niveau mondial. Il y a même la Bolivie et beaucoup de pays qui commencent à utiliser ça comme monnaie. Et si on a une monnaie comme ça, d'ailleurs avec les stablecoins, c'est possible de résoudre le problème qui est lié au mobile money, c'est lui des frais de transaction. Nous avons des tontines, des AVEC et tout ça. Pourquoi ne pas penser des approches qui vont professionnaliser ce secteur? Comme ça, on voit comment est-ce qu'on peut avoir à la fois soit des PME ou des startups qui peuvent accompagner les tontines et tout ça pour que nous puissions structurer ce secteur, les rendre aussi visibles aux différents partenaires que nous pouvons mobiliser. Il y a aussi d'autres opportunités par rapport aux garanties partielles, mais ici, par exemple, par rapport à FOGEC, FOGEC a lancé récemment à Kinshasa un produit financier, deux produits financiers qui est destiné aux jeunes entrepreneurs et aux femmes, on appelle les femmes maléois. Donc, c'est celles qui font l'entrepreneuriat, des sauvettes sur la route pour vendre, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Et pourquoi ne pas penser aussi des produits financiers qui soient adaptés à notre contexte? Parce qu'on peut anticiper, on se dit, OK, il y a beaucoup d'instabilité dans notre zone. Si les entrepreneurs gagnent en crédibilité, pourquoi ne pas faire fonctionner notre économie, l'accès au crédit, le remboursement, tout ça, mais sans forcément passer via des banques physiques, mais avoir des services en ligne qui peuvent être utilisés et que nos PME ne puissent pas être bloqués juste parce que les banques ont été fermées. Il y a par exemple convertir le modèle de tontine, donc les AVEC, en épargne collective numérisée,
avoir la possibilité que quelqu'un qui appartient à une tontine puisse gagner en crédibilité quand il va se déplacer dans une autre ville et pas mal d'autres aspects. Alors, nous avons conçu Wanzo pour que ça puisse servir de réceptacle. Ça veut dire nous n'avons pas la capacité à pouvoir résoudre tous ces problèmes de numérisation dans tous les différents secteurs que vous pouvez voir. Wanzo, nous l'avons conçu pour que ça soit d'abord l'infrastructure de base pour les aspects financiers. Et ça se traduit concrètement par la comptabilité. Pourquoi cela? Parce que au niveau local, on peut utiliser n'importe quel terme qu'on veut, nos structures avec, ou je ne sais pas quoi, nos types d'entreprises tels que nous les voulons. Mais quand il faut collaborer au niveau international ou avec des partenaires sérieux, il faut utiliser le langage financier. Il faut utiliser le langage du capital. Et le langage du capital, c'est la comptabilité. Voilà pourquoi est-ce que nous avons conçu d'abord du côté des PME Wanzo pour que ce soit à la base un outil de comptabilité. Ce qui offre alors l'opportunité à tous ceux-là qui peuvent se spécialiser dans différents secteurs. Par exemple, sur Butembo, nous avons notre point focal à Butembo qui m'a dit récemment qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui font les transferts monétaires et tout ça, qui veulent aussi utiliser Wanzo, mais ils ont besoin d'un complément, d'un outil supplémentaire qu'ils peuvent utiliser par rapport à leur processus métier. Ce qui fait que nous ne voulons pas développer de tels outils. Nous voulons ouvrir cette opportunité aux startups qui peuvent alors se spécialiser dans ces différents secteurs, que ce soit par exemple pour les différentes chaînes de valeur. On va le voir un peu plus tard. Ça, je vais passer un peu plus rapidement. C'est-à-dire, ici, c'est pour vous dire que nous voulons que Wanzo soit l'infrastructure de confiance pour la donnée financière des PME. Et c'est seulement à partir de là que nous pouvons alors avoir un débat concret avec des acteurs politiques, les institutions financières, pour canaliser alors les fonds vers vos PME. Voilà, c'est ce que nous étions en train de dire. Et donc, source de vérité financière Wanzo, et on offre alors la possibilité de coopérer directement avec les PME, coopératives, tout ça, les agriculteurs, les commerçants, les institutions financières, les startups, que vous soyez dans l'agritech ou le domaine de BTP, santé, énergie, logistique, etc. Et également les experts comptables. Et donc, chaque acteur qui rejoint l'écosystème augmente la valeur pour tous les autres. Plus nous sommes nombreux à entrer dans l'écosystème, soit comme PME, soit comme start-up, soit comme expert comptable, soit comme mission financière, ou suivre une formation pour les devenir, ça renforce alors l'écosystème pour nous permettre alors d'avoir un débat concret avec différents partenaires, et notamment avec Virunga qui arrive à se distinguer déjà au niveau international. Je rappelle, avant de concevoir Wanzo, on était en 2000, c'est pas, fin 2023 ou début 2024, il y a les directeurs... c'est comme le CEO de Virunga Développement qui était passé à notre bureau, qui, en échangeant avec lui, parce que c'est à l'époque on développait le concept de Wanzo, il voulait également consommer Wanzo. Malheureusement, on n'avait pas encore fini la conception de l'outil. C'est là que ça nous a alors, c'est parmi, en tout cas, les rencontres qui nous ont motivés à pouvoir développer l'outil. Et actuellement, comme l'outil est disponible, c'est-à-dire plus nous avons des acteurs dans l'écosystème qui veulent collaborer, qui intègrent l'outil, plus ça va nous permettre alors de pouvoir réactiver des coopérations comme ça, afin que nous puissions bénéficier, par exemple, de leur carnet d'adresse, de leur crédibilité, etc. Parce que nous sommes aussi, nos PME contribuent aussi à leur mission. Parce que quand ils mobilisent les fonds, ils disent, ils appuient les PME pour éviter qu'il y ait une forte pression qui serait exercée sur les ressources du parc. Et voilà, c'est ce qui implique même que la banque allemande de développement puisse investir des fois dans leurs fonds. Et on l'appelle KfW. Vous pouvez voir combien ce qu'ils ont injecté là-dedans, c'est près de 30 millions, je pense. Et donc, ce qui fait que nous avons besoin de deux types de collaborateurs au premier niveau par rapport à Wanzo. Le premier niveau, c'est les PME agrégatrices. Le deuxième niveau, ce sont des startups spécialisées. Je vais m'expliquer. La PME agrégatrice, c'est quoi sa mission? C'est structurer une filière du terrain au marché. Qu'est-ce que ça implique? Je vais être plus concret.
Il y a une ONG locale qu'on appelle EFIM qui était passée à notre bureau. On a échangé avec l'ONG. La dame, elle m'a dit comment est-ce qu'on peut penser développer des modèles qui peuvent permettre à ce que les paysans puissent être à mesure d'augmenter la valeur ajoutée de ce qu'ils produisent. Et je vous donne l'exemple de la production des épices à Kalenguera. Kalenguera a un sol qui est tellement fertile que vous pouvez cultiver n'importe quoi là-bas et l'amener en ville. Alors, imaginez que nous puissions travailler avec cette ONG et aussi, en parallèle, développer votre start-up ou soit votre PME qui va être spécialisée dans la chaîne des valeurs des épices. Parmi les défis que nous sommes en train de résoudre, qu'est-ce que nous avons là-bas? Les niveaux de numératie et littératie des intervenants au niveau des paysans qui vont pratiquer l'agriculture dans leurs carrés ou dans leurs champs ou dans les terres que nous pouvons trouver pour eux. Qu'est-ce que ça implique? Vous allez voir, il y a des gens là-bas qui ne savent pas ni lire ni écrire. Vous n'allez pas amener une application à une personne comme ça et lui dire non, c'est avec ceci, vous allez avoir accès à des financements ou je ne sais pas quoi. Non, ça ne passe pas. Ça va être aussi par rapport à leur spontanéité. Ce sont des gens que vous ne pouvez pas inscrire dans une logique de projet, de mobilisation de fonds, sur le court, le moyen terme, etc. Ce sont des gens qui sont dans la spontanéité, ce sont des exigences, des besoins, ils doivent manger, ils doivent je ne sais pas quoi. Et au final, vous allez voir que ce ne sont pas des interlocuteurs. Et même pour comprendre la notion d'entreprise, pour certains, ce n'est pas possible. Tout ce que vous pouvez faire avec eux, c'est par exemple les employés dans la partie de la culture. Chacun peut prendre de quelques hectares et cultiver. Et chaque fois, ils vont récolter soit ces épices et vous amener au niveau du stockage, de la transformation. Vous pouvez alors utiliser ces intrants pour avoir vos produits, bien les emballer et les commercialiser dans les différents marchés que vous pouvez ouvrir. Les rôles que vous allez jouer alors dans cette chaîne-là, ça va être les rôles de connecteurs. Comme vous êtes, par exemple, entrepreneur, vous avez vos diplômes en agronomie ou je ne sais pas dans quel domaine, vous comprenez la partie scientifique de la chose. On peut aussi vous accompagner pour la partie business, mais également, vous pouvez alors avoir la possibilité de coopérer, de travailler avec la population locale. Comme ça, elle va être occupée par la partie de la main-d'œuvre, etc., et les impliquer dans votre modèle d'affaires. Et c'est vous qui pouvez alors avoir la possibilité de structurer vos finances, structurer votre modèle vos finances, votre modèle d'accompagnement, etc. Comme ça, vous êtes un interlocuteur rationnel avec lequel on peut coopérer et que nous pouvons connecter aux différents partenaires. Je ne sais pas si vous me captez toujours. Voilà les rôles de la PME agrégatrice. C'est-à-dire, la mission, c'est structurer une filière du terrain. Vous pouvez prendre la filière pomme de terre, manioc, ou soit, je ne sais pas, telle autre filière. Ancrage. Il faut en tout cas avoir une connaissance approfondie, développer même une base de connaissances par rapport à la coopération avec les populations locales, avoir de l'expérience sur le terrain. Il y a pour la partie maintenant des startups spécialisées. Les startups spécialisées vont être alors des structures technologiques qui vont venir accompagner ces filières. Ça va être par exemple, au lieu que nous, Wanzo, puissions développer un outil pour accompagner les ingénieurs BTP dans la construction, la gestion des projets de construction et même l'accès aux matériaux de construction et même l'accès des fois au financement dans ces secteurs, comme nous sommes agrégateurs de données financières, vous pouvez alors gérer les processus métiers. Et là, ça implique alors beaucoup de boulot ensemble, de conception de produits, de tests, de coopération avec les bureaux d'études, pour que vous puissiez aboutir alors à un outil. Vous avez alors votre start-up indépendante de Wanzo, mais que nous allons connecter à Wanzo pour échanger les données. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que vous avez premièrement une start-up qui peut avoir son modèle commercial. Donc, l'avantage est que vous avez une start-up qui peut avoir son modèle commercial. Alors, cette start-up qui peut avoir son modèle commercial, vous avez alors la possibilité aussi de vous connecter à Wanzo et gagner par rapport à tous les acteurs, toutes les PME avec lesquels nous serons en train de travailler.
Et donc, ça, c'est vraiment des opportunités qui nous vous laissons juste comme ça. À vous de voir comment est-ce que vous pouvez les capitaliser. La PME agrégatrice, on nous donne ici un exemple. Le monde rural, c'est-à-dire elle va être en contact direct avec les coopératives, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans, tout ça, les savoirs locaux en tout cas. Elle va permettre alors son rôle comme agrégatrice, elle sera plus dans les chaînes de valeur. Son rôle va être la collecte, que ce soit les données ou les produits, donc l'information et les produits. Ça va être la transformation, la standardisation, la logistique, la certification qualité, par exemple pour les produits bio. Et c'est elle qui peut alors utiliser notre outil de comptabilité. Comme ça, c'est avec elle qu'on peut travailler pour voir comment est-ce que son modèle peut être financé. Et c'est elle alors qui sera en charge de la partie connectée au marché pour les aspects, bon, s'il faut connecter au marché urbain, aux consommateurs dans les zones urbaines, au niveau régional, au niveau international. Si vous êtes dans le secteur agricole, cherchez une structure qu'on appelle Colide. C'est elle qui permet à ce que vous puissiez être en mesure de vendre vos produits en Europe, par exemple. Elle est aussi opérationnelle en RDC, mais vous ne pouvez pas prendre un paysan, c'est lui qui va peut-être aller vendre ses produits chez Colite. Non, ça ne passe pas. C'est-à-dire, il faut avoir des interlocuteurs qui sont rationnels, qui comprennent. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous êtes supérieur aux paysans, mais c'est, vous comprenez un peu la partie business, rationnelle et tout ça, et vous comprenez les savoirs locaux, les pratiques locales des paysans. Donc, accès au financement, formation, normes et qualité, débouchés, tout ça, valorisation des savoirs locaux. Et ce que vous apportez au marché, c'est des volumes consolidés parce que vous allez collecter les produits et tout ça, la traçabilité, la qualité et aussi l'impact mesurable. Et par rapport aussi à ces secteurs, toujours parce que nous appelons ça des PME qui vont intervenir dans les chaînes de valeur, nous pouvons travailler avec vous pour voir comment est-ce que Wanzo, par exemple, pour la spécialisation de la distribution des produits brassicoles, voir comment est-ce que vous pouvez aussi trouver un positionnement, ça peut être dans la logistique, ça peut être dans quel domaine, pour que nous puissions coopérer directement avec la brasserie et que la brasserie puisse permettre de développer des produits financiers qui vont couvrir tous les intervenants de sa chaîne de valeur. Voilà, ça, ce sont des exemples où vous aurez accès au module. Pour les startups spécialisées, ça va être numériser, par exemple, un secteur métier. Numériser un secteur métier, par exemple, expérience métier pointue digitalisée dans un outil interopérable avec Wanzo. Je vous ai donné l'exemple du domaine de BTP, donc la partie de la gestion des projets, achat des matériaux, études, financement des chantiers, la partie mutuelle de santé. Plus nous avons des PME qui utilisent nos outils, plus nous avons la possibilité d'avoir une base de clientèle, des gens qui peuvent consommer des produits des mutuelles de santé. Et par exemple, pour ces mutuelles de santé, ça peut même être dans des micro-assurances. Le domaine d'assurance est un peu complexe parce que on exige beaucoup d'histoires pour que vous puissiez lancer une entreprise dans ce sens. Mais on peut avoir des modèles au niveau local. J'avais une moto dans une entreprise ici à Goma, une de mes entreprises, où la moto a cogné un accident. C'était une moto tricycle. Et puis, elle a cogné, bon, 6 personnes, c'est ce qu'on nous a dit à l'hôpital. Mais parmi les 6 personnes, il y avait presque 3 qui voulaient juste profiter de la situation. Mais parmi les 3 qui restent, il y avait 2 venus à Mifupa. Alors, imaginez, vous avez acheté une moto à 2800, je ne sais pas combien, pour $2 800, et la moto. C'est très difficile pour une PME de pouvoir amortir de tels chocs. Et c'est du concret, c'est la réalité qu'on voit sur le terrain. Alors, si on a des PME ou soit des startups qui peuvent venir accompagner les modèles, qui vont développer des mutuelles de santé basées sur les mobile money, des cotations mobile money, soit des travailleurs de PME. Il y a pas mal de choses qui se passent dans les entreprises et que nous pensons que nous pouvons développer comme savoir locaux. Et même quand je vois, par exemple, mes techniciens au niveau de l'entreprise, quand je discute avec eux, ils me disent, non, des fois, nous avons constaté que nous avons des fois des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre entre nous, la femme de tel malade et puis la facture, elle sort, elle est vraiment insupportable pour une personne. Ce que nous avons fait, je vois qu'eux-mêmes, ils ont été en mesure de créer leur propre avec dans PME. Ce sont des savoirs locaux que nous devons être en mesure de diffuser, de professionnaliser pour que tout cela, ça part des besoins réels. Ce n'est pas que vous êtes dans votre
imaginer les choses. Non, ça parle des besoins réels qui sont reconnus au niveau des entreprises. Voilà, ça va dans tous les domaines, même dans les domaines agricoles, suivi des cultures, traçabilité, tout ça. Et même l'approvisionnement des engrais. Et voilà, pas mal de domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer. Adapter la solution, voilà. Il y a aussi, pour les startups, vous allez voir, il y a des problèmes très sérieux qui sont liés à la connectivité. Même sur Boutembo, vous voyez que il y a des entrepreneurs qui peuvent, par exemple, utiliser nos outils, mais on se rend compte que l'accès à la connexion Internet, c'est tout un problème. Pendant que nous avons Starlink, pourquoi ne pas développer une startup avec laquelle on va coopérer, on va évoluer ensemble, qui va se spécialiser dans l'accès à la connexion dans les zones rurales, dans les exploitations agricoles et tout, et qui va développer tout son modèle sur base des Starlink. Donc, il n'y a pas des secteurs dans lesquels vous pouvez intervenir et venir compléter les modèles. Donc, la connectivité, les aspects d'alphabétisation, ce sont des défis. Voilà, c'est une start-up que vous allez développer qui va permettre de toucher les aspects d'alphabétisation dans les zones rurales. Par rapport aux aspects liés à la méfiance institutionnelle, voir comment est-ce qu'on peut développer des tontines. À partir des tontines, on peut les numériser à leur niveau basique. Et puis, ces tontines peuvent être connectées à Wanzo d'une manière ou d'une autre ou connectées aux institutions financières. Parce qu'il y a certaines tontines, donc les AVEC, qui sont opérationnelles, mais pour garder les fonds, la tontine a lancé son compte dans une institution financière locale. La tontine, on trouve qu'elle est vraiment en activité. L'institution financière peut être à mesure des fois à pouvoir prêter des fonds à cette tontine. Mobilité des populations, déplacement fréquent. Voilà, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut gérer la situation où nous savons que quelqu'un Goma et que ce soit quelqu'un qui serait issu de l'exode rural ou soit un déplacé de guerre. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne, quand elle arrive à Goma, elle trouve facilement du travail, elle peut être embauchée et qu'elle peut toujours garder sa trace? Une fois que quand Goma est tombé entre les mains de qui vous connaissez, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis dans Makutaba, tout ça, ce qui fait qu'il y a des problèmes sérieux par rapport à la traçabilité, l'identification et les normes de KYC, donc les Know Your Customers. Pourquoi ne pas avoir une startup spécialisée dans les aspects d'identification? C'est vrai que le gouvernement est en train d'envisager de mettre en place des systèmes d'identification biométrique pour tous les Congolais, mais on peut avoir une startup qui peut être en mesure de développer tout un modèle. Chaque fois qu'il y a une décision financière, chaque fois quand, je ne sais pas, tel acteur a besoin des identifiants de la population, la startup s'est spécialisée dans ce domaine. Alors suivre la cote crédit des consommateurs, c'est-à-dire de chaque individu, et elle sait alors collecter les données d'identification biométrique de l'individu. Et comme ça, opérer avec les services, soit de renseignement ou d'immigration, etc., pour que ces outils soient connectés. Si quelqu'un qui aurait, par exemple, une dette veut sortir de la ville ou je ne sais pas, tel part, quand on les scanne au niveau au niveau des agences d'immigration, soit au niveau des barrières, qu'on soit en mesure de capter la personne et tout ça. Et c'est tous ces aspects-là qui peuvent venir alors renforcer la crédibilité par rapport à notre écosystème. Alors, nous avons pensé qu'il serait pertinent pour nous de lancer un programme qui permettre alors soit de structurer les startups, soit de lancer de nouvelles startups, soit de former les entrepreneurs qui sont en train de créer leurs startups et leur montrer comment ils peuvent coopérer avec l'écosystème que nous sommes en train de monter, sous forme soit de PME, sous forme soit des startups, des opportunités d'emploi comme expert comptable, etc. Et voilà, c'est la méthode pour cette approche de bootcamp. Ça s'étale sur 12 semaines, c'est-à-dire ça part de la compréhension de terrain jusqu'à la démonstration de la solution, où on peut inviter les différents partenaires qui sont dans les ONG, qui sont dans les institutions financières, comme actuellement c'est difficile, même à distance pour les différents partenaires. Je me rappelle, le dernier partenaire avec lequel je suis en train de travailler, il s'appelle Milen Fayoulou, c'est le fils de qui vous connaissez, les politiciens, et il a lancé un fonds d'investissement qu'on appelle
Bon, je vais vous partager dans les groupes du réseau pour que vous puissiez vous informer davantage. L'objectif, c'est de financer les PME. Alors, quand ils me posent des questions comme ça par rapport aux PME avec lesquelles on peut travailler, développer des modèles, et des PME qui comprennent la levée des fonds, qui comprennent comment est-ce que ces gens-là, quelles sont les exigences et tout, je n'en trouve pas. Et donc, c'est-à-dire, ça, c'est un programme qui peut nous permettre alors de vous positionner, de vous structurer pour que vous puissiez être à mesure de bien capitaliser les modèles que nous avons mis en place. Voilà, ça se passe sur 12 semaines et il y a des formations. Et ce ne sont pas des formations théoriques, hein. Donc, toute la partie théorique, on l'a carrément supprimée. C'est genre, vous commencez à suivre la formation et cette formation, automatiquement, vous commencez à concevoir les produits. Si, par exemple, c'est pour les chaînes de valeur, comme j'ai donné l'exemple des épices, on commence automatiquement à travailler sur les produits. On commence à constituer votre équipe. Et puis, parce que la finalité qu'à la fin de la formation, si vous êtes déjà une PME, vous puissiez avoir ces produits ou ces services que vous pouvez lancer directement. Ou si vous n'avez pas de PME, vous pouvez déjà vous lancer sur Terre et commencer à tester les modèles. Voilà, c'est-à-dire on commence par la compréhension du contexte. Directement, troisième semaine et quatrième semaine, c'est le prototypage. Et puis, le deuxième mois, c'est sur 2 mois. Le deuxième mois, on vous donne accès à des outils pour que vous puissiez développer facilement avec l'IA et aussi héberger facilement sans frais. Ça pourrait vous coûter beaucoup d'argent pour avoir l'accès au serveur et tout ça, avoir vos applications, vos outils numériques en ligne. Et nous, on vous donne la possibilité de les héberger gratuitement. Bien sûr, il y a des frais pour acheter les noms de domaine, etc. Mais pour les hébergements, les aspects d'accompagnement, nous, on vous offre ça. Modèle d'affaires, voilà. Il y a pas mal d'aspects jusqu'au niveau du troisième mois où c'est directement intégration des filières, franchise, réplication, mesure d'impact et la démo day auprès de nos différents partenaires. La formation, elle s'étale sur 3 mois. Comme notre bureau se trouve à une distance un peu relative par rapport au centre-ville, bien sûr que l'Enigom est un peu plus loin de nous, c'est 100 $ pour la formation, donc la partie de la formation pour que nos équipes soient disponibles pour vous sur 3 mois. Et il y a la partie logistique. On voudrait mettre à votre disposition un bus qui va chaque fois vous amener sur la colline. Comme ça, on peut travailler soit 2 jours par semaine, soit 3 jours par semaine, et le reste en ligne. Et puis, vous pouvez faire les paiements par tranche pour que la finalité de la formation, vous puissiez avoir déjà votre start-up qui vous allez héberger. Si vous n'avez pas de bureau, on vous donne directement les bureaux ici chez nous sur la colline et ça va être sur 6 mois. Pourquoi est-ce qu'on a fait que ce soit aussi moins cher? C'est parce que ce que nous visons, ce n'est pas ce n'est pas que vous venez suivre une formation, vous allez rentrer chez vous. En tout cas, si vous pensez que vous pouvez vous lancer dans ce programme, c'est parce que vous voulez aller jusqu'au bout, avoir une PME opérationnelle avec laquelle on va travailler. L'autre aspect important, c'est que nous sommes déjà dans notre démarche de mobilisation des fonds pour la possession des histoires de start-up pour Wanzo. Et chaque fois, nous mettons en avance les partenaires comme les PME agrégatrices et les start-up partenaires. Et tout cela, nous voulons alors que, dès lors que à finaliser, on dit faire le closing avec les partenaires financiers et que nous puissions directement vous aligner pour que vous puissiez aussi bénéficier de ces opportunités. Voilà. Et d'autres opportunités, alors, à part la start-up agrégatrice et la start-up et la PME, et la start-up partenaire et la PME agrégatrice, nous avons les experts comptables. Si vous avez des compétences en comptabilité, Wanzo offre la possibilité de pouvoir superviser plusieurs dossiers de PME en temps réel. C'est-à-dire, plus nous avons des PME qui adoptent l'outil Wanzo, ces PME ont besoin de services de fiscalité. Il faut aller payer leur IPR, soit préparer leur quitus fiscal, etc. Préparer leur liasse fiscale. Et tout cela, nous avons besoin de gens qui vont être capables de gérer plusieurs dossiers de PME. Et c'est déjà automatiquement, bien sûr, vous ne serez pas dans ce cas employé à Wanzo ou employé chez Kyota, mais vous avez accès à nos infrastructures et tout pour suivre vos PME et tous les services que vous allez rendre seront payants. C'est-à-dire, s'il faut vous occuper de la fiscalité de ces PME, s'il faut vous occuper de leur comptabilité à distance, tout cela, vous êtes payé par PME et ça sera négocié dans les différents contrats dont on peut vous partager les modèles. Il y a aussi les gestionnaires de portefeuille.
Nous avons Wanzo qui a une partie pour la gestion des portefeuilles. Il y a ce que vous voyez peut-être pour les PME, mais sachez que nous avons développé d'autres outils pour que les institutions financières, donc les experts des gestionnaires de portefeuille, soient en mesure de suivre les PME et répondre à leurs demandes de financement qui peuvent être exprimées directement via la plateforme. Et ça aussi, ce sont des formations. On voudrait aussi avoir des gens qui peuvent être toujours disponibles quand il y a une institution financière qui veut utiliser, adopter directement l'outil et que nous puissions avoir une base, dire non, il y a déjà tel formé, il peut aller travailler là-bas ou soit il peut aller former des équipes. Voilà, donc vous pouvez avoir des postes auprès de ces institutions financières, mais ici on dit FPM, mais c'est directement en tout cas les institutions financières, donc les institutions de microfinance, soit les COPEC. Il y a les analystes des données. Wanzo, c'est un outil qui est essentiellement basé sur les données. Si vous trouvez aussi de l'intérêt dans ces domaines, vous commencez par les bootcamps. Après les bootcamps, on aura aussi des formations approfondies sur l'analyse des données, la data engineering et tout ça. Comme ça, vous avez votre certificat que vous pouvez utiliser directement via Wanzo ou soit que vous pouvez utiliser même dans d'autres opportunités d'embauche. Et ça constitue aussi une carrière parce que même pour la création de startups, ce qu'on était en train de discuter avec les collègues, c'est que quand vous suivez le programme du début jusqu'à la fin, on peut aussi vous certifier, mais aussi ça peut être considéré, parce que la startup est développée sous Wanzo, ça peut être considéré comme aussi une expérience professionnelle que vous pouvez ajouter sur votre CV pour des candidatures que vous pouvez soumettre. Et attention, passer chez Kyoto pour des opportunités comme ça augmente vos chances de recrutement. On a beaucoup de collègues qui passent par ici et qui sont très facilement recrutés dans des boîtes, dans d'autres institutions. Alors, il y a d'autres opportunités pour les entrepreneurs tech, pour la partie des startups, et les entrepreneurs PME, c'est pour la partie de la structuration des filières. Voilà, et pour le reste, c'est juste beaucoup de français. Je vais vous partager cette présentation dans les groupes du réseau. Très rapidement, dans les 10 minutes qui suivent, si vous pouvez nous laisser vos différentes questions, comme ça, je peux y répondre et voilà, on pourra évoluer comme ça. Et pour la formation, le bootcamp, l'idéal pour nous, c'est de commencer le plus tôt possible pour que nous puissions gagner le temps. Parce qu'il est très fort probable que dès lors que l'on va intensifier les aspects de terrain, on n'aura plus le temps pour former les potentiels participants. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là. Et même, vous pouvez les laisser dans le groupe du réseau, comme ça, on y répond rapidement. Je vais vérifier. Vous pouvez mettre votre main en l'air, comme ça, Oui, il y a Monsieur Samuel qui voudrait poser. Oui, allez-y. Samuel, allez-y avec votre question. Oui, Je ne sais pas bonjour, si votre. bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous me captez très bien. Oui, ça va très bien. Alors, je voulais juste savoir combien de séances va porter le bootcamp, genre par Alors, jour, semaine plutôt. oui, oui, pour le bootcamp, l'idée, c'est, comme je le disais, c'est entre 2 et 3 jours par semaine. Ça sera soit les après-midi, soit les avant-midi. Soit si on prend 2 jours, ça va être carrément, on book 2 jours de la semaine. Ça va être négocié avec ceux qui vont suivre la formation et ça pourrait s'étaler sur pratiquement 12 semaines. Donc, D'accord. les 3 mois. D'accord. Et pour payer la formation, on doit se rendre à la commune où il y aura de. Non, on peut vous communiquer juste un numéro WhatsApp, un numéro RTL Money, comme ça, quand vous serez sur la colline, on vous donne votre reçu. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas en tout cas des questions taboues. Si vous avez déjà votre startup, vous êtes suffisamment avancé, vous voulez que nous puissions nous rencontrer pour discuter, allez-y, nous sommes prêts même à aller, à venir sur votre site de travail et échanger.
Il y a une autre personne qui voudrait, il y a Neville, voilà. Monsieur Neville, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous. Moi aussi, je voulais demander par rapport au bootcamp. Je vis dans une partie de l'accompagnement, donc il y a la partie développement des MVP. Oui. Alors, pour les entrepreneurs tech, par exemple, pour quelqu'un qui conçoit une plateforme, pendant l'accompagnement, les frais de développement du MVP à tester sur le marché, ça sera à la charge de l'entrepreneur ou bien à la charge du programme parce qu'on peut vouloir participer au bootcamp, mais tous les moyens ne sont pas encore réunis pour développer un MVP. Alors, comment c'est traité? Donc, comment ce cas est traité? Oui, l'avantage de participer à ce bootcamp, ça va être aussi d'accéder l'accès aux ressources, hein. Nous avons assez de, je dirais, assez d'expérience dans comment est-ce que vous pouvez développer votre startup et chercher des crédits auprès de Microsoft, auprès de Google, même de AWS. Comme ça, vous aurez la possibilité d'héberger votre outil, votre solution, pas gratuitement, mais avec comme une forme de subvention. C'est-à-dire Microsoft va vous donner une certaine subvention. Il y a aussi la possibilité, nous avons aussi un certain nombre limité de crédits. Si vous suivez la formation, vous développez votre solution, nous pouvons l'héberger presque au même serveur, au même abonnement que Wanzo parce que c'est suffisant pour prendre peut-être un certain nombre de startups. Et aussi, là, il y a la possibilité pour vous de venir en groupe, hein, c'est-à-dire si vous avez une équipe, vous aimeriez que c'est l'équipe qui puisse participer à la formation. On peut alors négocier, parce que tous les montants que vous allez payer, ça va être plus pour la logistique et aussi pour les accommodations sur la colline. Et aussi, une autre partie va être utilisée pour la disponibilité à minima des tokens pour la partie de développement. Mais il y aura aussi des petites charges que vous pouvez supporter. Et donc, ça sera partagé. Ce n'est pas que vous allez tout prendre en charge, mais ça sera entre nous et vous. Et de notre côté, ça va être plus pour la partie des hébergements et la mobilisation la mobilisation des crédits auprès des hébergeurs cloud. D'accord, merci, merci. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour les comptables, je vois M. Boutoto Maïlouzi qui est là. Je vous informe qu'il y a des boîtes ou des PME qui voudraient bien utiliser Wanzo, mais qui ont besoin d'avoir des comptables sérieux. C'est-à-dire, on vous donne la responsabilité de gérer la comptabilité de 2 ou 3 PME via Wanzo, que vous puissiez être assez rodé pour produire des résultats pertinents et ne pas être que comptable, parce qu'on veut en tout cas changer même les métiers comptables via l'outil, c'est que les comptables puissent participer à la santé financière de l'entreprise, que ce soit pour la préparation des dossiers d'affaires. Et donc, toutes les PME avec lesquelles vous allez travailler vont en tout cas dépendre de vous pour des questions de mobilisation des fonds, de conformité, de fiscalité, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, comme ça on clôture la session. On ne voudrait pas vous prendre tout votre temps. La session, elle est en train d'être enregistrée. Elle sera disponible d'ici là, le temps juste que Google finalise les traitements. On va alors partager dans les différents groupes pour la révision. Oui, je pense que quand nous avons déjà répondu à votre question, je ne sais pas si c'est la même question ou vous voulez poser une autre question. Je vois que votre main est… Non, 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 c'est une erreur, hein. Oui, d'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous poser des questions spécifiques inbox. Comme ça, on lance cette aventure ensemble. Et je pense que d'ici 3 ou 4 mois, si on lance déjà les séances, on aura des solutions que nous pouvons même présenter directement avec Wanzo auprès des différents partenaires.
Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de la session. À la prochaine.